la guerre vacille. Avant même l'invention des armes à feu modernes, il existait des armes capables de détruire des murs et d'effrayer des armées entières grâce à l'ingénierie médiévale. Il y avait des armes aussi hautes qu'une tour, des machines ressemblant à des mitrailleuses anciennes, et des conceptions tellement avancées pour leur époque. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 armes médiévales qui ont changé l'histoire de la guerre. Avant de commencer, merci de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Ribaud-de-Quin. À première vue, cela ressemble simplement à une rangée de petits canons alignés les uns à côté des autres. Mais pour les soldats de cette époque, son effet était tout à fait différent. Selon les archives historiques de la France et de l'Angleterre, à l'époque de la guerre de 100 ans, ce type d'arme était utilisé pour défendre les passages étroits, les portes des châteaux et les endroits où l'infanterie attaquante était très serrée. Ce n'était pas encore comme une mitrailleuse. On en était encore loin. Habituellement, chaque tube en acier était chargé manuellement avec de la poudre à canon et une balle en acier. Une fois prêt, on pouvait allumer presque simultanément les différents orifices d'allumage pour produire une salve assourdissante. À une époque où les canons ordinaires rechargeaient lentement, c'était un avantage majeur. Pendant que l'ennemi s'approchait, occupé à avancer avec ses boucliers et armures, il pouvait être accueilli par une rafale de métal avant même d'atteindre les murs de la ville. Au Moyen-Âge, rien que le bruit des armes à poudre était déjà effrayant pour de nombreux soldats et chevaux. C'est encore plus terrifiant d'entendre une série d'explosions venant d'une rangée de canons plutôt qu'un seul coup. Aujourd'hui encore, cependant, le Ribaud-de-Quin a une importance dans l'histoire militaire car elle a montré que, même à l'époque médiévale, les ingénieurs réfléchissaient déjà au concept de puissance de feu concentrée. C'est l'une des toutes premières tentatives de l'homme pour rendre la guerre de projectiles plus rapide, plus simultanée et plus meurtrière, avec un aspect de springald. Cela ressemble simplement à une énorme arbalète, mais en réalité, son mécanisme est bien plus complexe que cela. Au lieu de branches d'arc flexibles comme un arc ordinaire, il utilise des cordes torsadées ou des tendons d'animaux qui sont serrés et tordus pour accumuler une énorme énergie de tension. C'est ce qu'on appelle le système de torsion. Le même principe mécanique utilisé aussi par certaines anciennes machines de siège romaines. Lorsque le bras de tir est tiré en arrière à l'aide d'un treuil ou d'un mécanisme à manivelle, la force s'accumule dans la corde et, lorsqu'elle est relâchée, un long carreau en acier vole à une vitesse incroyable directement vers la cible. Et comme sa trajectoire est droite, contrairement au trébuchet qui lance des pierres en arc, il est plus facile d'atteindre des cibles spécifiques. Selon les récits de la guerre médiévale, il est devenu populaire dans certaines villes fortifiées parce qu'il était moins cher à utiliser que l'artillerie à poudre, ce qui était important surtout lors des sièges prolongés. Il suffisait simplement de maintenir la bonne tension des cordes de torsion de chaque côté. Si l'équilibre n'est pas respecté, le projectile peut dévier ou perdre en précision. Et comme on utilisait à l'époque des matériaux naturels comme la corde et les tendons, ils étaient aussi affectés par l'humidité, la chaleur et la détérioration au fil du temps. Cela signifie que l'équipage n'avait pas seulement besoin de force, mais aussi d'entretien et de précision. Il existe également des rapports provenant de chroniques médiévales indiquant que ces lourds carreaux pouvaient transpercer un bouclier et parfois même les parties faibles d'une armure selon la distance. Avec le temps, le springald a été progressivement remplacé par des canons plus puissants et de l'artillerie à poudre, mais pendant plusieurs siècles, il a été l'un des exemples les plus ingénieux de l'ingénierie médiévale. Car c'était bien avant l'industrialisation. Les hommes étaient déjà capables de fabriquer des armes utilisant la physique, la tension, la trajectoire et la force mécanique d'une manière extrêmement avancée pour leur époque. Grandes bombardes. Ce n'était pas un canon ordinaire. Certaines bombardes à l'époque étaient presque aussi grandes qu'une petite maison. À première vue, il semblait même impossible de les utiliser à la guerre. Mais une fois qu'ils tiraient, c'était une toute autre histoire. Au lieu de petites balles en acier, de nombreuses bombardes anciennes tiraient d'énormes boulets de pierre très lourds. Certains d'entre eux pesaient des centaines de kilos. Et même si leur vitesse n'était pas aussi rapide que celle de l'artillerie moderne, leur poids énorme suffisait à briser progressivement les épais murs des villes. Selon les historiens, l'une des utilisations les plus célèbres des bombardes géantes a eu lieu lorsque l'Empire ottoman a assiégé Constantinople au XVe siècle. Sous le règne du sultan Mehmed II, les forces ottomanes ont utilisé d'énormes canons contre les solides murailles de la capitale byzantine. Des défenses qui ont tenu pendant près d'un millénaire.
Et même si le bombardement n'a pas été la seule raison de la chute de la ville, le siège a montré que certaines fortifications médiévales traditionnelles commençaient à perdre leur utilité face à la nouvelle technologie de l'artillerie. Certaines bombardes étaient faites de plaques de fer assemblées, évoquant de grands barils. Les barres de fer étaient assemblées à l'aide de cerceaux de fer épais, car la technologie de la fonte n'était pas encore assez avancée à l'époque pour fabriquer rapidement un canon géant d'une seule pièce. Et comme la métallurgie était encore primitive à cette époque, chaque tir était également dangereux. Des rapports indiquent que certaines bombardes géantes ne tiraient que quelques fois par jour à cause du long chargement et refroidissement. Même lente, chaque coup avait un effet suffisant. À l'époque, la grande bombarde était plus qu'une arme. Elle symbolisait aussi le pouvoir de l'État. En raison de sa taille et de son coût, seuls les royaumes ou empires les plus riches pouvaient fabriquer et entretenir une telle arme de siège. En d'autres termes, avant même que la bataille ne commence, le simple fait de posséder une géante bombarde était déjà une démonstration de puissance industrielle et militaire. Trébuchet. Il possède une longue poutre en bois fixée à une haute charpente. À une extrémité, il y a un grand contrepoids, souvent une caisse remplie de pierres, de terre ou de plomb. À l'autre extrémité, il y a une fronde où l'on place le projectile. Lorsque le contrepoids est relâché, il tombe vers le bas à cause de la gravité. Cela fait tourner rapidement la longue poutre et projette la pierre dans les airs. Et comme le contrepoids est très lourd, il peut lancer un projectile pesant plus de 100 kg. Dans les versions plus grandes, c'est encore plus lourd. Il est plus simple d'augmenter la puissance du trébuchet que celle des anciennes catapultes à torsion. Dans les anciens modèles, il fallait d'énormes systèmes de cordes torsadées pour générer une force plus puissante. Fabriquer et entretenir ce mécanisme est difficile. Avec le trébuchet, c'est plus simple. Un contrepoids plus lourd donne plus de force de lancement. C'est pourquoi, au XIIe et XIIIe siècle, il est rapidement devenu la principale arme de siège en Europe et dans certaines parties du monde islamique. Et ce n'était pas de petites machines. Il y avait des trébuchets tellement grands qu'il fallait parfois plusieurs semaines pour les construire près du site du siège. On ne pouvait pas les déplacer entiers à cause de l'immense charpente en bois. L'un des exemples les plus célèbres est le Warwolf d'Édouard Ier d'Angleterre lors du siège du château de Stirling en Écosse. Selon certains récits contemporains, le trébuchet était si grand que les défenseurs voulaient déjà se rendre avant même qu'il ne soit utilisé. Mais Édouard aurait quand même continué à tirer juste pour voir son effet. Et le trébuchet ne lançait pas seulement des pierres. Même si ce n'était pas une arme de précision comme l'artillerie moderne, les équipages expérimentés savaient ajuster la longueur de la fronde, l'angle de lâcher et le poids du contrepoids pour frapper à plusieurs reprises la même partie du mur. C'est pour cela que c'était si dangereux lors des sièges. Parce qu'avec le temps, même les fortifications les plus épaisses finissent par céder peu à peu. Tour de siège. La tour de siège, quant à elle, permettait littéralement d'amener les soldats directement au sommet du mur de la ville. Et ce n'est pas simplement une échelle. Les grandes tours de siège avaient généralement plusieurs étages à l'intérieur, avec des rampes et des escaliers. Des postes de tir et parfois même des archers au niveau supérieur pour soutenir l'équipe d'assaut. Pendant que la tour avançait vers le mur, des soldats pouvaient se cacher en toute sécurité à l'intérieur, tout en montant vers les parties supérieures de la tour. Elle était généralement construite avec de grosses poutres en bois et recouverte de bois, de cuir ou de peaux d'animaux mouillés pour réduire le risque d'incendie, car c'était la principale cible des défenseurs. Si la tour de siège prenait feu avant d'atteindre le mur, tout l'assaut pouvait échouer immédiatement. C'est pourquoi certaines armées versaient tôt de l'eau ou du vinaigre sur les revêtements en cuir pour éviter qu'ils ne s'enflamment facilement lorsqu'ils étaient touchés par des flèches enflammées. La tour devait être exactement à la même hauteur ou plus haute que le mur de la ville. Si elle était trop basse, le pont d'assaut ne pouvait pas atteindre les défenses ennemies. Si la tour était trop haute, toute la structure risquait de perdre l'équilibre. Avant de pouvoir avancer la tour de siège, il fallait généralement aplanir le sol, combler les fossés ou construire une route temporaire pour supporter la structure très lourde. Lors de certains sièges, la préparation du terrain prenait plus de temps que l'attaque elle-même, mais c'est pendant l'assaut proprement dit que tout devenait le plus dangereux. À l'époque des croisades, les tours de siège sont devenues essentielles pour attaquer les villes fortifiées du Moyen-Orient. Selon les récits historiques concernant le siège de Jérusalem, au XIe siècle, il a même fallu aller chercher du bois dans des endroits éloignés car il n'y avait pas assez de bois près de la ville. Cela montre à quel point les tours de siège étaient cruciales lors des assauts médiévaux.
À une époque où les chars ou véhicules blindés n'existaient pas encore, c'était l'une des choses les plus proches d'une plateforme blindée mobile. Hélépolis. Son nom vient du mot grec qui signifie « preneur de ville », et vu sa taille, il est facile de comprendre pourquoi. Bien qu'il provienne du monde antique, avant l'époque médiévale, l'Hélépolis a eu une influence énorme sur les conceptions ultérieures des tours de siège pendant de nombreux siècles. Selon les anciens récits du siège de Rhodes au IVe siècle AVSJC, le plus célèbre Hélépolis était une immense tour mobile à plusieurs étages, remplie d'armes de jet à chaque niveau. À l'intérieur, des escaliers et plateformes de combat accueillaient divers membres d'équipage. Les niveaux inférieurs comportaient souvent de puissants lance-projectiles ou engins de siège, tandis qu'en haut, il y avait des archers et des armes de jet plus petites pour attaquer les défenseurs en contrebas. Et comme les défenseurs s'avèrent que le feu était le moyen le plus efficace pour arrêter ce genre de machines, certaines parties étaient recouvertes de plaques métalliques ou de protection contre l'incendie. Il y avait aussi des ouvertures à volets quantes sur les côtés où les équipages pouvaient tirer avant de les refermer pour se protéger des flèches ennemies. Mais le véritable défi était de le déplacer. L'hélépole était extrêmement lourd, donc selon certains récits historiques, des centaines voire des milliers de personnes étaient nécessaires pour le tirer. Et comme il était immense, il fallait aussi aplanir correctement le terrain avant de pouvoir le déplacer. Au lieu d'utiliser des machines séparées pour chaque tâche, une seule tour gigantesque accomplissait tout. Au final, l'hélépole n'a pas suffi pour conquérir complètement Rhodes, car les défenseurs ont trouvé un moyen de détruire les ouvrages de siège. Mais il a laissé son nom dans l'histoire comme l'une des machines de siège les plus ambitieuses de l'Antiquité, car ce n'était pas seulement une arme. C'était un projet d'ingénierie mobile qui pouvait littéralement changer la silhouette de la guerre. La lance à feu. Pour de nombreux historiens, c'est l'une des étapes les plus importantes de l'histoire de la guerre. C'est ici que le concept des armes de combat portatives a commencé à changer. Mais près de l'extrémité du manche de la lance, il y avait un tube attaché rempli de poudre à canon. Lorsqu'on l'allumait, l'arme projetait une forte flamme, de la fumée et des étincelles aveuglantes directement sur l'ennemi. En combat rapproché, c'était un énorme avantage. À mesure que l'utilisation de la poudre à canon se répandait en Chine, les ingénieurs militaires ont commencé à remplir les lances à feu d'éclats de céramique, de petites billes et plus tard de fragments métalliques. Cela signifiait que des projectiles accompagnant les flammes et touchaient la cible, montrant plus clairement l'évolution de cette technologie. Les premières versions étaient souvent fabriquées en bambou car elles étaient légères et faciles à fabriquer, mais cela avait ses limites. Si la pression devenait trop forte, le tube pouvait casser immédiatement. Après que la poudre à canon ait été consommée, il servait encore au combat rapproché. C'est pourquoi cela est devenu important pendant la période de transition de l'art de la guerre. À l'époque, les soldats n'étaient pas encore prêts à abandonner les armes de mêlée traditionnelles. Ainsi, au lieu de remplacer immédiatement les anciennes armes, les ingénieurs ont d'abord ajouté la poudre à canon au modèle existant. Et c'est là le véritable génie de la NCE à feu. Charrette à arbalète à répétition. Cela semble d'abord être une grande arbalète installée sur une charrette. Mais derrière son apparence simple, il y a une idée mécanique très avancée pour son époque. L'objectif n'est pas seulement la puissance, mais aussi un tir continu de projectiles. Avec une arbalète ordinaire, chaque carreau doit être chargé manuellement avant de tirer à nouveau la corde. C'est lent, surtout au milieu d'une bataille. Mais avec le système à répétition, on utilise un mécanisme à levier et un magasin de carreaux pour accélérer le cycle de tir. Pendant que l'équipage tire et pousse le levier, la corde est automatiquement tendue, un nouveau carreau est inséré et le système tire tout seul. Comme une arme mécanique à répétition primitive. Selon certains textes militaires chinois, ce type de système de projectiles était utilisé pour la défense des forteresses et la protection des routes d'accès importantes, surtout dans les passages étroits où les mouvements de l'ennemi sont prévisibles. À mesure que l'infanterie ou la cavalerie s'approche, ils peuvent être accueillis par une salve continue de traits provenant d'une plateforme qui n'a pratiquement aucune pause entre les tirs. Ne nécessitant pas de poudre à canon, il ne dépend ni du feu ni de la fumée comme les premières armes à feu. Les arbalètes à répétition portative de l'époque avaient généralement une pénétration moindre que les arbalètes ordinaires, car la vitesse était privilégiée par rapport à la puissance brute. Mais lorsque le système a été installé sur une plateforme montée plus grande, ce problème a été réduit. Parce qu'on pouvait utiliser des branches d'arc plus solides et des systèmes d'armement plus puissants qu'une seule personne ne pouvait pas porter.
Parce que les ingénieurs chinois médiévaux ont montré qu'ils comprenaient déjà le concept des mécanismes d'alimentation et de tir répétés plusieurs siècles avant l'arrivée des armes à feu de l'ère industrielle. Mangonel. Si le trébuchet ressemble à un lourd briseur de murs, le mangonel, lui, est plus rapide, plus flexible et capable de lancer des projectiles en continu. C'est pourquoi il est devenu l'une des machines de siège les plus courantes pendant la période médiévale. On le confond souvent avec une catapulte ordinaire, mais le mangonneau possède sa propre identité mécanique. Cela dépend du lieu et de l'époque. Certaines versions utilisent un système de torsion, des faisceaux de cordes torsadés stockant l'énergie de tension. D'autres sont basées sur la traction, où l'équipage tire sur des cordes pour actionner le bras lanceur. Au bout de son long bras, il y a une fronde ou une coupelle où l'on place le projectile. Lorsque la tension est relâchée, la machine lance la pierre en un arc élevé vers la ville ou l'armée ennemie. Cependant, les grandes machines de siège prennent parfois du temps. Alors que les grandes machines de siège mettaient parfois du temps avant de pouvoir tirer à nouveau, le mangonneau pouvait exercer une pression répétée sur les défenseurs. Et pendant la guerre, un bombardement incessant est épuisant. Même si le mur ne cède pas immédiatement, la chute continue de pierres, de feux ou de débris perturbe les mouvements des défenseurs et cause des dégâts à l'intérieur de la ville. Si la tension des cordes de torsion n'est pas uniforme, la trajectoire du projectile peut être faussée. Et comme les cordes sont affectées par l'humidité et les conditions météorologiques, l'équipage ajuste régulièrement tout le mécanisme. En d'autres termes, cela ne demande pas seulement de la force. Il faut aussi des compétences techniques, car cela montre que dans la guerre de siège, ce n'est pas seulement une grosse explosion qui compte. Parfois, la véritable arme, c'est la pression continue qui détruit peu à peu la défense et le moral de l'ennemi.